En cet instant, tu crois toucher ton lit. Le drap sous ta main, l'oreiller contre ta joue, le matelas qui porte ton poids, tout cela te semble solide, posé contre ta peau. Pourtant, tu n'as jamais rien touché de ta vie. Pas une seule fois. Entre ta main et tout ce qu'elle effleure, il reste toujours un espace minuscule, infranchissable, où deux nuages invisibles se repoussent l'un l'autre. C'est ce vide tendre, celui qui te sépare de tout ce que tu crois étreindre, que je veux te faire découvrir. Cette nuit, je ne vais pas t'emmener très loin. Je ne vais pas te conduire vers les galaxies, ni vers le cœur des étoiles, ni vers ces gouffres du ciel où je t'entraîne parfois. Cette nuit, je veux te ramener tout près, aussi près qu'il est possible de l'être, jusqu'à un endroit que tu occupes en ce moment même sans le savoir, un endroit que ta peau touche, ou croit toucher, à chaque seconde de ta vie. Je veux t'emmener à la frontière entre ton corps et le monde, à cette mince surface où ta main rencontre les choses, où ton dos s'appuie sur le lit, où tes paupières se ferment l'une contre l'autre. Cet endroit si banal, si constant, que tu ne l'as jamais regardé de près. Et pourtant, si tu t'en approchais assez, si tu pouvais descendre jusqu'à l'échelle des atomes qui composent ta peau, tu découvrirais une chose renversante, une chose qui va peut-être changer à jamais la façon dont tu ressens le contact du monde sur toi. Tu découvrirais qu'à cet endroit précis, à cette frontière que tu crois si nette, rien ne se touche vraiment. Que jamais, pas une seule fois de toute ta vie, tu n'as véritablement touché quoi que ce soit. Prends la mesure de cette phrase, sans te presser, car elle mérite qu'on s'y arrête. Tu n'as jamais rien touché. Ni la première main qui a serré la tienne, ni le premier livre que tu as ouvert, ni le sable des étés, ni la joue de ceux que tu aimes, ni le drap qui repose sur toi en ce moment. Tout cela, tu as cru le toucher, tu en as éprouvé la présence, la texture, la chaleur, la douceur ou la rugosité. Mais entre ta peau et chacune de ces choses, il est toujours resté un espace, un interstice minuscule que rien n'a jamais comblé. Ta vie entière, tu l'as passée à flotter, à une distance infime de tout ce que tu croyais atteindre. Et cette nuit, je vais te raconter pourquoi il en est ainsi, comment cela se peut, et pourquoi, loin d'être une pensée froide ou triste, c'est peut-être l'une des vérités les plus douces que la physique ait à te confier. Mais avant de descendre jusque-là, jusqu'à cette frontière secrète, il faut que tu prennes conscience de ce que tu ressens en ce moment même, car c'est de cela qu'il s'agit. En cet instant, ton corps repose. Ton dos, tes épaules, l'arrière de ta tête s'appuie sur ce qui te porte. Tes mains sont posées quelque part, sur le drap, sur ton ventre, l'une contre l'autre. Tu perçois le poids de ton corps qui s'enfonce un peu dans le matelas, la tiédeur de la couverture, le contact continu de 1000 points de ta peau avec le monde autour de toi. Cette impression est si constante, si évidente, que tu n'y prêtes plus attention. Elle est le fond permanent de ton existence, la certitude muette d'être en contact avec les choses, posée sur elles, entourée par elles. Ressens un instant, sans effort, tout ce tissu de sensations qui te dit, à chaque seconde, que tu touches le monde et que le monde te touche. Or c'est précisément cette certitude que je veux te faire regarder autrement. Car cette impression de contact, si pleine, si dense, si indubitable, repose sur quelque chose que tu n'as jamais vu de près. Elle repose sur ce qui se passe à l'endroit exact où ta peau rencontre les choses. Et cet endroit, cette mince zone de rencontre, tu ne l'as jamais examiné à sa véritable échelle. Tu le crois simple. Deux surfaces qui se rejoignent, ta peau et le drap, comme deux feuilles de papier posées l'une sur l'autre. Mais rien, à l'échelle des atomes, ne ressemble à cela. Il n'y a pas, là-bas, de surface lisse qui se rencontrent. Il n'y a pas de frontière nette où l'une finit et l'autre commence. Il y a tout autre chose, un paysage étrange et flou que je vais te faire découvrir, marche après marche, en descendant avec toi vers l'infiniment petit. Alors commençons cette descente. Imagine que tu puisses rétrécir ton regard, le rendre de plus en plus fin, jusqu'à voir ta propre peau non plus comme une surface unie, mais comme un paysage. D'abord, tu verrais les reliefs de l'épiderme, les crêtes et les sillons, les fins duvets, les pores. Puis, en descendant encore, tu verrais les cellules, ces petites briques vivantes dont ta peau est faite, assemblées comme les pierres d'un mur. Descends encore, et chaque cellule devient à son tour un monde, empli de molécules qui s'affairent, se lient, se transforment. Et ces molécules elles-mêmes, si tu continues ta plongée, se révèlent faites de grains plus petits encore, les atomes,
ces briques dernières dont tout ton corps est bâti, et dont est bâti aussi le drap, le lit, l'air, la pierre, l'eau, tout ce qui existe. C'est là, à l'échelle de l'atome, que se joue le secret du toucher. C'est là qu'il faut arriver pour comprendre pourquoi tu ne touches jamais rien. Prends un moment, dans le calme de cette nuit, pour te représenter ce qu'est un atome, car presque tout le vertige vient de là. On te l'a peut-être dessiné, à l'école, comme un petit système solaire. Un noyau au centre, et autour, des billes qui tournent, les électrons, sur leurs orbites bien nettes. Cette image est belle, mais elle est trompeuse, et il faut que tu l'oublies un peu cette nuit. Car un atome n'est pas une petite mécanique de billes solides. C'est avant tout du vide. Un vide presque total, à peine troublé. Si tu grossissais un atome jusqu'à lui donner la taille d'une grande cathédrale, son noyau, où se concentre presque toute sa matière, ne serait pas plus gros qu'un grain de sel posé en son centre. Tout le reste, l'immensité de la nef, les voûtes, l'espace entier de la cathédrale, ne serait que du vide, parcouru seulement par le voile ténu des électrons. Voilà ce qu'est la matière dont tu es fait, d'infimes grains de substance perdus dans d'immenses étendues de vide. Il y a là une découverte qui a bouleversé les physiciens, il y a un peu plus d'un siècle. Un chercheur du nom de Rutherford, en bombardant une très fine feuille de métal avec de minuscules projectiles, s'attendait à les voir traverser tout droit, ou à peine dévier, comme des cailloux lancés à travers un brouillard. Et la plupart, en effet, passaient sans encombre, comme si la feuille de métal était presque vide. Mais de temps à autre, l'un de ces projectiles revenait en arrière, rebondissait comme s'il avait heurté quelque chose d'extraordinairement dur et dense, tapi quelque part dans ce vide. C'est ainsi qu'on a compris que l'atome n'était pas une petite sphère pleine, mais une vaste étendue vide avec, en son cœur, un noyau minuscule et concentré. Rutherford lui-même disait que c'était la chose la plus incroyable qui lui fût jamais arrivée, aussi surprenant que de voir un boulet de canon rebondir sur une feuille de papier. La matière, cette matière que nous croyons si pleine, si compacte, est en vérité un immense presque rien. Cette idée d'une matière faite de grains minuscules séparés par du vide n'est pas née dans nos laboratoires modernes, elle est étonnamment ancienne. Il y a près de 2500 ans, bien avant tout instrument, un penseur grec du nom de Démocrite imagina, par la seule force de la pensée, que si l'on divisait la matière encore et encore, on finirait par atteindre des grains qu'on ne pourrait plus couper, des grains ultimes qu'il appela pour cette raison les atomes, un mot qui veut dire l'insécable, ce qu'on ne peut trancher. Et il ajouta une intuition plus audacieuse encore. Entre ces grains, disait-il, il n'y a rien, il n'y a que du vide. Le monde, selon lui, n'était fait que d'atomes et de vide, de petits grains pleins perdus dans une immensité d'absence. On sourit parfois de ces intuitions anciennes, et il est vrai que les atomes de Démocrite n'étaient pas tout à fait les nôtres, qu'il se trompait sur bien des détails. Mais sur l'essentiel, sur cette vision d'une matière grumeleuse baignant dans le vide, il avait, par la seule pensée, entrevu quelque chose de juste, quelque chose que les instruments ne confirmeraient que 25 siècles plus tard. Et il faut que je précise, avant d'aller plus loin, ce qu'est vraiment ce voile d'électrons dont je vais bientôt te parler, car il est plus étrange que tu ne l'imagines peut-être. Un électron n'est pas une petite bille dure qui tournerait sur une orbite bien nette, comme une planète autour de son soleil. C'est une chose bien plus floue, bien plus insaisissable, que les lois du monde quantique décrivent non pas comme un point précis, mais comme une sorte de nuage de présence, une brume de probabilité étalée autour du noyau. L'électron n'est pas ici plutôt que là. Il est répandu, dilué, présent d'une manière diffuse dans tout l'espace qu'il occupe, plus dense en certains endroits, plus ténu en d'autres, comme une brume qui s'épaissit vers son cœur et se raréfie vers ses bords. Si bien que la surface d'un atome n'est même pas une surface au sens ordinaire, une frontière nette où la matière s'arrête. C'est un bord flou, une brume qui s'estompe en s'éloignant du noyau, sans jamais présenter de limite tranchée. Quand je te dirai que ta peau se termine par des électrons, entends bien qu'elle se termine par cette brume, par ce voile diffus qui n'a pas de bord précis. Deux atomes qui s'approchent ne sont pas deux billes aux surfaces nettes qui se heurteraient. Ce sont deux brumes qui commencent à se pénétrer, et dont le mélange fait aussitôt monter cette répulsion qui les écarte. Alors une question surgit, une question toute simple que tu te poses peut-être déjà, à demi endormi. Si les atomes sont surtout du vide, si ma main est du vide et la table est du vide, pourquoi ma main ne traverse-t-elle pas la table de part en part? Pourquoi ne puis-je pas passer ma main à travers le mur,
plonger mes doigts dans le bois comme dans de l'eau, m'enfoncer dans le sol comme dans du brouillard. Puisque tout est presque vide, pourquoi les choses sont-elles si dures, si fermes, si résistantes? Pourquoi le monde ne se laisse-t-il pas simplement traverser? Cette question, garde-la bien, car c'est en y répondant que nous allons découvrir ensemble pourquoi il ne touche jamais rien. Car la réponse est belle, et elle est exactement l'envers de ce que l'on croirait. Ce n'est pas parce que la matière est pleine que tu ne peux pas la traverser. C'est parce qu'elle se défend, à distance, avant même le moindre contact. Reviens un instant à ce voile d'électrons dont j'ai parlé, ce voile ténu qui entoure chaque noyau et occupe l'immense espace vide de l'atome. Ce sont les électrons qui font la surface des choses. Quand ta main s'approche de la table, ce ne sont pas les noyaux, minuscules et lointains, qui se rencontrent d'abord. Ce sont les électrons, ce sont ces nuages qui forment le pourtour, l'enveloppe extérieure de chaque atome. Ta peau se termine par des électrons, la table commence par des électrons. Et c'est entre ces électrons, entre ces nuages qui bordent les deux surfaces, que va se jouer toute l'histoire du toucher. Car ces électrons ne sont pas des objets neutres et passifs. Ils portent tous une même charge électrique, ce qu'on appelle une charge négative. Et deux charges de même sorte, tu le sais peut-être, se repoussent. Elles se refusent l'une l'autre, elles se fuient, elles poussent l'une contre l'autre pour s'écarter. Songe à ce que tu connais déjà de cette répulsion, car tu l'as peut-être éprouvée de tes mains sans savoir quelle était la clé de tout. Prends deux aimants, et présente-les l'un à l'autre par les faces qui se repoussent. Tu sais ce qui se passe, ils refusent de se rejoindre. Plus tu les rapproches, plus ils résistent, plus ils poussent en sens contraire, avec une force qui grandit à mesure que l'écart se réduit. Tu peux presque les faire se toucher, mais jamais tout à fait sans un effort qui devient énorme. Ils flottent l'un contre l'autre, séparés par un coussin invisible, une force pure qui les tient à distance. Eh bien, c'est exactement cela qui se passe entre les électrons de ta peau et ceux de la table. Ils portent la même charge, ils se repoussent, et plus tu les rapproches, plus ils poussent en retour, avec une vigueur qui croît sans cesse. Le coussin invisible qui séparait tes deux aimants, c'est le même qui sépare, à chaque instant, ta main de tout ce qu'elle croit toucher. Cette force qui repousse les électrons les uns des autres porte un nom, et c'est l'une des grandes forces qui gouvernent l'univers, la force électromagnétique. C'est elle qui lie les électrons à leur noyau, elle qui tient les atomes assemblés en molécules, elle qui fait la cohésion de toute la matière ordinaire. Et c'est elle, aussi, qui empêche ta main de traverser la table. Un physicien du nom de Coulomb, il y a bien longtemps, fut l'un des premiers à en mesurer la loi, à comprendre avec quelle vigueur deux charges électriques se repoussent ou s'attirent selon leur distance. Et cette loi dit une chose essentielle pour notre histoire de cette nuit. Plus deux charges de même sorte se rapprochent, plus la force qui les écarte devient intense, et elle croît de façon vertigineuse à mesure que l'écart se referme. Si bien que rapprocher tout à fait deux nuages d'électrons, les faire se rejoindre au point de se confondre, demanderait une force presque sans limite, une force que ta main pressant sur la table est bien loin de pouvoir fournir. Voilà donc la première raison pour laquelle tu ne touches jamais rien. Quand tu poses ta main sur la table, les électrons de ta peau approchent des électrons de la table. Et à mesure qu'ils approchent, la répulsion électromagnétique grandit, pousse en retour, s'oppose au rapprochement avec une force de plus en plus grande. Ta main descend vers la table, mais avant que les nuages d'électrons ne se rencontrent, avant tout véritable contact, cette force les arrête. Ta peau s'immobilise à une distance minuscule de la surface, retenue par ce coussin de répulsion, ce champ de force pure qui interdit aux deux nuages de se rejoindre. Ce que tu prends pour le contact de ta main sur la table n'est que cet équilibre, ce point où le poids de ta main pressant vers le bas se trouve exactement compensé par la répulsion des électrons poussant vers le haut. Tu ne touches pas la table. Tu es suspendu au-dessus d'elle, porté par une force, à un cheveu de sa surface. Prends le temps de laisser cette image se déposer en toi, sans te presser, car elle est plus douce qu'elle n'en a l'air. Ta main posée sur la table ne repose pas sur le bois. Elle repose sur une force. Elle flotte, retenue par ce champ de répulsion, comme un objet posé sur un coussin d'air, comme ces petits véhicules qui glissent sans frottement au-dessus de leurs rails, portés par un souffle invisible. Entre ta paume et le bois, il reste toujours ce mince espace, ce coussin de force que rien ne comprime tout à fait. Et il en va de même pour chaque point de ton corps en ce moment. Ton dos ne touche pas le matelas,
Il flotte au-dessus de lui, porté par la répulsion de milliards d'électrons. L'arrière de ta tête ne touche pas l'oreiller. Il plane, à distance atomique, sur ce coussin de force. Tu ne reposes pas sur ton lit, cette nuit. Tu flottes au-dessus de lui, tenu par une main invisible qui ne te lâche jamais. Mais la répulsion électrique des charges n'est pas toute l'histoire, et il faut que je te dise l'autre moitié, car elle est plus étrange encore, plus profonde, et c'est elle qui donne à la matière sa véritable dureté. Car on pourrait imaginer, en écoutant que la répulsion électrique, que si l'on pousse assez fort, avec une force suffisante, on pourrait finir par vaincre ce coussin, écraser les nuages d'électrons les uns dans les autres, les faire se confondre. Or il existe une seconde barrière, d'une nature toute différente, qui interdit aux électrons de se mêler, quelle que soit la force qu'on emploie. Cette barrière ne vient pas d'une force au sens ordinaire, d'une poussée ou d'une attraction. Elle vient d'une règle, d'un interdit profond inscrit au cœur des lois du monde quantique, une règle qui gouverne la façon dont les électrons peuvent, ou ne peuvent pas, coexister. Et cette règle porte le nom de celui qui l'a découverte, un physicien nommé Pauli. Laisse-moi t'expliquer cet interdit en douceur, car il est subtil, mais il est l'une des plus belles choses de toute la physique, et sans lui, tu ne pourrais pas exister. Les électrons appartiennent à une grande famille de particules qui ont une propriété singulière. Ils refusent d'être deux dans le même état, au même endroit, dans les mêmes conditions. Deux électrons ne peuvent jamais occuper exactement la même place avec la même manière d'être. Ils s'excluent l'un l'autre, non pas en se repoussant comme le font deux charges, mais par un refus plus radical encore, un refus de principe, comme si la nature interdisait simplement que cette situation existe. C'est ce qu'on appelle le principe d'exclusion de Pauli. Deux électrons ne peuvent pas se confondre, ne peuvent pas se superposer, ne peuvent pas partager le même état. Chacun exige sa propre place, sa propre manière d'être, et refuse absolument de la céder à un autre. Prends un instant pour ressentir tout ce que ce refus rend possible, car il est à l'origine de la solidité même du monde. Imagine que cet interdit n'existe pas, que les électrons acceptent de se rassembler tous ensemble, de s'entasser dans le même état, de se confondre sans limite. Alors rien ne s'opposerait à ce que les atomes s'interpénètrent, à ce que la matière s'effondre sur elle-même, à ce que ta main s'enfonce dans la table comme dans une eau sans fond. Il n'y aurait plus de surface, plus de contours, plus de choses distinctes. Tout se mêlerait, tout s'affaisserait, tout se noierait dans une bouillie sans forme. C'est parce que les électrons se refusent les uns aux autres, parce qu'ils exigent chacun leur place, que les atomes gardent leur volume, que les nuages d'électrons résistent à s'interpénétrer, que la matière tient debout, garde ses formes, offre ses surfaces. La dureté de la pierre, la fermeté du sol sous tes pieds, la résistance douce du matelas qui te porte, tout cela naît de ce petit interdit, de ce refus des électrons de se confondre. Il faut que tu saisisses ce qu'a d'étrange cet interdit de Pauli, car il ne ressemble à rien de ce que nous connaissons dans le monde ordinaire. Ce n'est pas une force, à proprement parler. Ce n'est pas une poussée, comme la répulsion des charges, ce n'est pas une attraction, comme celle qui retient les électrons à leur noyau. C'est une règle, un interdit pur, une loi qui dit simplement. Cette situation n'existera pas. Imagine une immense salle de théâtre où chaque place ne pourrait accueillir qu'un seul spectateur, jamais deux. Ce n'est pas qu'une force écarte le second de la chaise déjà occupée, c'est que la règle même du théâtre interdit qu'il soit deux sur le même siège. Les électrons obéissent à une règle de cette sorte. Chacun occupe son propre siège, son propre état, et aucun autre ne peut venir s'y asseoir. Si bien que, lorsqu'on tente de rapprocher deux atomes au point que leurs électrons devraient partager les mêmes places, ces électrons se trouvent forcés de monter vers des sièges plus hauts, plus coûteux en énergie, ce qui demande un effort énorme et se traduit, vu de l'extérieur, par une résistance farouche, une raideur qui s'oppose au rapprochement. Cette raideur-là ne vient pas d'une force qui pousse, mais d'un interdit qui refuse, et c'est elle qui donne à la matière l'essentiel de sa dureté. Et voici une chose qui devrait t'émerveiller, cette nuit, et te faire ressentir combien les lois du monde sont une et profondes. Ce même refus des électrons, ce même principe de Pauli qui empêche ta main de s'enfoncer dans la table, tient debout, au loin dans le cosmos, des étoiles mortes tout entières. Quand une étoile comme notre Soleil s'éteint, il ne reste d'elle qu'un cœur nu, écrasé par sa propre gravité, une braise de la taille d'une planète mais lourde comme un soleil. Cette gravité colossale devrait tout écraser, tout effondrer,
réduire l'astre à un point. Et pourtant, quelque chose l'arrête, quelque chose s'oppose à cet effondrement et maintient l'étoile morte à sa taille. C'est le refus des électrons de se confondre, c'est le principe d'exclusion de Pauli. Les électrons de cette étoile, forcés par la gravité de se rapprocher, se refusent les uns aux autres avec une telle vigueur qu'ils tiennent tête à l'écrasement de toute une étoile. Le même petit interdit qui empêche tes doigts de traverser le bois soutient, dans le ciel, le cadavre incandescent d'un soleil. Songe à cela un instant. La raison pour laquelle tu ne t'enfonces pas dans ton lit cette nuit est exactement celle qui empêche certaines étoiles mortes de s'effondrer sur elles-mêmes. La même loi te porte, toi, et porte les astres. Et cette importance du principe de Pauli, les physiciens ont fini par la comprendre d'une manière plus profonde encore. Ils se sont un jour demandé, avec le sérieux qui est le leur, pourquoi la matière ne s'effondrait pas simplement sur elle-même. Puisque les noyaux, chargés d'un signe, attirent les électrons, chargés du signe contraire, qu'est-ce qui empêche tout de s'écraser en un point, toute la matière du monde de se tasser en une bouillie infiniment dense? La réponse, ils l'ont trouvée dans ce refus des électrons, dans ce principe d'exclusion. C'est lui qui donne à la matière son volume, qui lui interdit de s'affaisser, qui lui permet d'occuper de l'espace, de tenir sa forme, d'offrir des surfaces. Sans cet interdit, il n'y aurait ni table, ni pierre, ni corps, ni rien qui ait une étendue et une consistance, il n'y aurait qu'un effondrement général. Que tu occupes de l'espace, cette nuit, que ton corps ait un volume, une forme, une place dans le monde, tu le dois à ce petit refus des électrons de se confondre. La solidité de tout ce qui existe repose sur cet interdit discret, sur cette règle silencieuse qui traverse toute la matière et l'empêche de sombrer en elle-même. Voilà donc les deux gardiens qui interdisent le contact, les deux raisons pour lesquelles tu ne touches jamais rien. D'un côté, la répulsion électromagnétique, ce coussin de force qui écarte les charges de même sorte et grandit à mesure qu'on les rapproche. Et de l'autre, le principe d'exclusion de Pauli, cet interdit profond qui empêche les électrons de se confondre, de partager le même état, quelle que soit la force employée. Ensemble, ces deux gardiens montent une garde infranchissable à la frontière de chaque chose. Ensemble, ils font que les nuages d'électrons de ta peau et ceux de la table ne se rejoignent jamais, ne se mêlent jamais, ne se touchent jamais. Ils maintiennent, à cette frontière, un espace vide, un interstice que rien ne comble, une distance minuscule mais absolue. Et c'est dans cet interstice, dans ce vide de garde, que se joue tout ce que tu appelles le toucher. Prends un instant pour mesurer l'ampleur de ce qui se joue, en silence, au bout de ton doigt. Quand tu poses simplement le bout d'un doigt sur une table, ce ne sont pas quelques électrons qui négocient cette distance, mais un nombre qui dépasse l'entendement. Sur la surface même de contact, aussi petite qu'elle paraisse, se pressent des milliards d'atomes, et chacun d'eux porte son voile d'électrons qui repousse ceux d'en face. Ce que tu ressens comme un simple appui, un contact banal et immédiat, est en vérité une négociation muette entre des multitudes d'électrons, une immense assemblée de refus minuscules qui, tous ensemble, additionnent leur poussée pour te tenir à distance. À chaque seconde, sur toute l'étendue de ta peau, ce sont des nombres d'électrons qu'aucun esprit ne peut concevoir qui mènent cette conversation invisible, cet accord permanent de répulsion qui te porte, te soutient, t'entoure. Songe à cette immense rumeur silencieuse, à ce murmure de force innombrable qui, en ce moment même, sous ton corps, te maintient au-dessus du lit. Tout cela se déroule sans le moindre bruit, sans le moindre effort de ta part, à chaque instant, depuis toujours. Prends la mesure de cette distance, car elle est à la fois infime et infranchissable. Quand ta main se pose sur la table, l'écart qui subsiste entre les nuages d'électrons de ta peau et ceux du bois se compte en dixièmes de nanomètre. Un nanomètre, c'est déjà une chose vertigineusement petite. Il en faudrait 1 million alignés pour couvrir la largeur d'1 millimètre, cette petite graduation sur ta règle. Et l'écart dont je parle est encore plus fin, quelques dixièmes seulement de cette longueur déjà minuscule, une distance à l'échelle des atomes eux-mêmes. Elle est si petite qu'aucun œil, aucun microscope ordinaire ne pourra la voir. Elle est si petite qu'à ton échelle, elle se confond avec le contact parfait. Et pourtant, elle n'est jamais nulle. Elle demeure, toujours, à chaque instant, entre chaque point de ta peau et chaque chose que tu crois toucher. Un abîme minuscule, mais un abîme quand même, que rien, jamais, ne referme. Essayons de rendre un peu plus sensible cette distance minuscule,
car elle mérite qu'on s'y arrête. Imagine que tu puisses agrandir ta main jusqu'à ce qu'elle ait la taille d'un pays tout entier, jusqu'à couvrir des plaines et des montagnes. À cette échelle démesurée, les atomes de ta peau deviendraient gros comme des billes, et l'interstice qui les sépare de la table deviendrait, lui aussi, plus visible, une petite fente d'air entre deux grains. Même agrandi jusqu'à cette taille de pays, le contact n'aurait toujours pas lieu. Il resterait, entre chaque bille de ta peau et chaque bille de la table, ce mince espace vide, ce refus de se rejoindre. Ce n'est pas une distance qu'on pourrait combler en pressant plus fort, ni en attendant, ni en polissant mieux les surfaces. C'est une distance de principe, tenue par les forces mêmes qui font la matière, et qui demeurerait quelle que soit l'échelle à laquelle tu la regardes. Tu peux presser ta main sur la table de toutes tes forces. Tu ne feras que raidir un peu plus les répulsions, resserrer un peu l'interstice, sans jamais l'annuler. Le vide de garde tient bon, toujours, sous n'importe quelle pression. Alors, si tu ne touches jamais vraiment la table, si tes électrons ne rencontrent jamais ceux du bois, qu'est-ce donc que tu ressens quand tu poses ta main? D'où vient cette impression si nette, si convaincante, de toucher une surface dure, lisse, froide ou tiède? Voici la seconde partie de notre voyage, et elle est peut-être plus vertigineuse encore que la première. Car ce que tu ressens comme le toucher n'est pas le contact d'une chose contre ta peau. C'est la déformation de ta peau sous l'effet de cette force de répulsion. Quand ta main presse contre la table, le coussin de répulsion pousse en retour, et cette poussée écrase un peu ta peau, comprime les tissus, courbe les membranes, déplace les cellules. Ta peau se déforme, se creuse, se tend, sous l'effet de cette force qui l'empêche d'aller plus loin. Et c'est cette déformation, ce changement de forme de ta propre chair, que ton corps détecte et interprète comme le toucher. Laisse-moi te dire comment ta peau perçoit ces déformations, car c'est une merveille de plus. Dans l'épaisseur de ta peau sont enfouis de minuscules capteurs, des terminaisons nerveuses spécialisées, des sortes de petites sentinelles sensibles à la pression, à l'étirement, à la moindre déformation des tissus. Quand la force de répulsion écrase un peu ta peau contre la table, ces capteurs se trouvent comprimés, tordus, sollicités. Et lorsqu'ils le sont, ils s'éveillent, ils lancent un signal, une petite impulsion électrique qui court le long de tes nerfs. Ce signal remonte de ta main, le long de ton bras, à travers un immense réseau de fils vivants, jusqu'à ta moelle épinière, puis jusqu'à ton cerveau. Ce n'est pas la table qui voyage jusqu'à ton cerveau, bien sûr. Ce n'est pas le bois, ni sa dureté, ni sa fraîcheur. C'est seulement un train d'impulsion électrique, un message codé, né de la déformation de ta peau sous l'effet de la répulsion des électrons. Prends un instant pour laisser cette pensée te traverser, car elle est profonde. Ton cerveau, lui, ne touche jamais rien du tout. Enfermé dans l'obscurité de ton crâne, baigné dans son liquide, il ne rencontre jamais directement le monde. Il ne voit pas, il ne touche pas, il ne goûte pas les choses elles-mêmes. Il ne reçoit que des signaux, des impulsions électriques qui lui parviennent par les nerfs, des messages venus de la frontière de ton corps. Et à partir de ces messages, à partir de ces trains d'impulsion, il reconstruit, il fabrique, il compose l'impression d'un monde touché. La dureté de la table, sa surface lisse, sa fraîcheur, tout cela, ce n'est pas dans la table que ça se trouve, ni à l'endroit du contact. C'est dans ton cerveau que cela se forme, à partir des signaux qu'il reçoit. Le toucher n'est pas une chose qui entre en toi depuis le dehors. C'est une expérience que ton cerveau construit, en écoutant le langage électrique de ta peau. Et ce que ton cerveau reçoit de ta peau n'est pas un seul message, mais tout un chœur de messages différents, portés par des capteurs de plusieurs sortes. Certaines de ces sentinelles réagissent à la pression franche, celle d'un appui ferme, d'autres au plus léger effleurement, au frôlement d'une plume, d'autres encore au glissement, à la vibration, à l'étirement de la peau. À cela s'ajoutent des capteurs tout différents, sensibles non pas à la déformation, mais à la chaleur ou au froid, qui te renseignent sur la tiédeur d'une tasse ou la fraîcheur d'un drap. Ton cerveau reçoit tous ces messages ensemble, ces multitudes d'impulsions venues de 1000 points de ta peau, et il les tisse, les assemble, les compose en une seule impression riche et unifiée. Le sentiment de toucher telle chose, dure ou molle, lisse ou rugueuse, tiède ou froide. Ce que tu éprouves comme une sensation simple et immédiate est en vérité une œuvre, une broderie que ton cerveau exécute à chaque instant à partir d'une nuée de petits signaux électriques.
Le toucher est moins une réception qu'une création, moins une empreinte du monde qu'une peinture que tu peins sans le savoir, à toute allure, à partir des messages de ta frontière. Il y a même, dans cette fabrication du toucher, un délai minuscule que tu ne perçois jamais. Entre l'instant où la répulsion déforme ta peau et l'instant où ton cerveau en compose la sensation, il s'écoule un très court moment, le temps que les signaux remontent le long de tes nerfs et soient assemblés. Ce que tu ressens comme le contact présent, immédiat, est donc toujours, en vérité, un tout petit peu du passé, une nouvelle qui a mis un instant à te parvenir depuis la frontière de ton corps. Ton cerveau, avec une habileté admirable, gomme ce délai, ajuste tout, te donne l'impression parfaite d'un présent sans décalage. Mais en toute rigueur, tu n'habites jamais tout à fait l'instant du frôlement. Tu habites le récit qu'en fait ton cerveau, un récit tissé un souffle après coup, à partir des messages de ta peau. Le toucher que tu crois si direct est non seulement séparé du monde par un vide, mais aussi séparé de l'instant par ce mince délai. Et pourtant, de ces distances, de cet écart dans l'espace et de ce retard dans le temps, ton cerveau tire une présence si pleine, si continue, que jamais tu n'en soupçonnes les coutures. Songe alors à ce qu'est vraiment le toucher, à cette chaîne étonnante qui va du monde jusqu'à toi. D'abord, des électrons qui se repoussent, à la frontière de ta peau, sans jamais se rencontrer. Puis une force, un coussin de répulsion, qui déforme un peu ta chair. Puis des capteurs comprimés qui s'éveillent, qui lancent leurs signaux électriques. Puis ces signaux qui remontent le long de tes nerfs jusqu'à ton cerveau. Et enfin, ton cerveau qui reçoit ces messages et fabrique, à partir d'eux, l'impression pleine et vive de toucher une chose. À aucun moment de cette chaîne il n'y a de véritable contact. À aucun moment ta matière ne rencontre celle de la table. Il n'y a que des forces, des déformations, des signaux, et pour finir, cette belle illusion tissée par ton cerveau. Le sentiment d'avoir touché le monde. Le toucher, ce sens que nous croyons le plus direct, le plus honnête, le plus immédiat de tous, est en vérité le récit qu'un cerveau se raconte à propos d'une force qu'il a tenue à distance. Il y a, dans cette découverte, de quoi éprouver un léger vertige, et je ne veux pas que ce vertige t'inquiète. Car on pourrait croire, en écoutant cela, que le monde s'éloigne, qu'il devient irréel, qu'il n'y a plus rien de solide sur quoi s'appuyer. Mais ce n'est pas ce que dit la physique, et je veux être honnête avec toi sur ce point, cette nuit, plus que sur tout autre. La matière est réelle. La table est là, ferme, présente, faite d'atomes bien réels. Ton corps est réel, ta main est réelle, le lit qui te porte est réel. Rien de tout cela n'est un rêve ni une illusion. Ce qui est illusoire, ce n'est pas le monde. C'est seulement une certaine idée du contact, cette idée naïve que nous avons de deux surfaces qui se rejoignent, qui se collent l'une à l'autre, qui se touchent au sens plein du mot. Cette idée-là, oui, est fausse. Mais la réalité qui la remplace n'est pas moins dense, pas moins solide, pas moins présente. Elle est seulement plus subtile, plus étrange, et, je crois, plus belle. Car regarde ce que devient la solidité, une fois qu'on la comprend ainsi. La dureté de la table, sa fermeté, sa résistance, ne viennent pas de ce qu'elle serait pleine, bourrée de matière comme un caillou plein. Elles viennent, tout au contraire, de cette répulsion, de ce refus des électrons de se rejoindre, de ce coussin de force qui garde ses distances. La table est dure non pas parce qu'elle est pleine, mais parce qu'elle se défend. Le sol te porte non pas parce qu'il est massif, mais parce que ses électrons repoussent les tiens avec une force que ton poids ne parvient pas à vaincre. La solidité de toute chose n'est pas une propriété de la matière pleine, c'est le résultat d'une force qui interdit le contact. Tu vis dans un monde qui te porte, qui te soutient, qui te résiste, non pas en te touchant, mais en refusant de te toucher. Le monde te tient à distance, et c'est ce refus même qui fait qu'il te porte. Peut-être, en entendant tout cela, une pointe de solitude t'a-t-elle effleurée, l'idée que tu serais à jamais séparé de tout par ce voile de vide, incapable d'atteindre vraiment quoi que ce soit ni personne. Mais retourne cette pensée, cette nuit, et voilà sous son autre face. Ce même voile qui t'empêche de toucher les choses est précisément ce qui te permet de les ressentir. Si tes atomes se confondaient avec ceux du monde, s'il n'y avait plus d'interstices, plus de frontières, plus de refus, alors il n'y aurait plus de toi ni de monde, plus de peaux qui perçoivent, plus de sensations possibles, rien qu'un mélange muet et indistinct. C'est parce que tu restes séparé que tu peux éprouver.
C'est parce qu'il y a une frontière que quelque chose peut la franchir en message. C'est parce que tu ne te fonds pas dans les choses que tu peux les percevoir comme autres, comme présentes, comme aimables. Ta séparation d'avec le monde n'est pas ton exil. Elle est la condition même de ta rencontre avec lui. Tu ne pourrais pas aimer ce avec quoi tu te confondrais tout à fait, ce dont plus rien ne te distinguerait. C'est la distance qui rend l'autre possible, et c'est le vide entre les choses qui laisse de la place pour les aimer. Prends le temps de savourer ce renversement, dans le calme de cette nuit. Ce qui te semblait le comble du contact, ta main pressée sur une surface dure, est en vérité le comble du refus, deux nuages d'électrons qui poussent l'un contre l'autre de toute leur force pour ne pas se rejoindre. Et cette poussée, cette résistance, c'est justement ce que tu appelles la dureté. Plus une chose te résiste, plus elle te repousse, et plus tu la trouves dure. La dureté est une mesure du refus. Le toucher est une mesure de la distance tenue. Ainsi, chaque fois que tu éprouves la fermeté d'une chose, tu éprouves en réalité la vigueur avec laquelle elle refuse de te laisser entrer. Et il y a, dans cette pensée, quelque chose d'apaisant. Le monde ne t'écrase pas, ne t'absorbe pas, ne te dissout pas. Il te tient. Il te maintient à ta juste distance, avec une constance qui ne se dément jamais, à chaque point de ta peau, à chaque instant de ta vie. Tu te demandes peut-être, en écoutant tout cela, s'il serait possible, d'une manière ou d'une autre, de franchir cet interstice, de vaincre ce refus, de traverser vraiment la matière. Les lois du monde quantique autorisent, en de rares occasions, des choses très étranges, et il arrive qu'une particule minuscule franchisse une barrière qu'elle n'aurait pas dû pouvoir passer, comme si elle se glissait à travers un mur. Mais pour un objet aussi grand que ta main, faite de multitudes inconcevables d'atomes, une telle traversée est si improbable qu'elle ne se produira jamais, quand bien même tu presserais à main contre le mur pendant des durées plus longues que l'âge de l'univers. Le refus des électrons, additionné sur tant de grains, dresse une barrière que ta main ne franchira pas. Alors ne crains rien, tu ne vas pas t'enfoncer dans ton lit, ni passer à travers le sol, ni te dissoudre dans les choses. Le même vide qui t'empêche de toucher le monde t'empêche aussi de tomber au travers. Il te tient à ta juste place, ni dedans ni ailleurs, exactement là où tu reposes, porté et retenu, cette nuit comme toujours. Voilà, tu sais maintenant l'essentiel de ce secret, que jamais tu ne touches, que toujours tu frôles, et que ce frôlement suffit à tout. Mais un savoir comme celui-là ne vaut que s'il change un peu la façon dont tu habites ta propre vie, dont tu ressens, dès cette nuit, le monde posé contre toi. Alors laisse-moi te reconduire, en douceur, de la physique vers ta chambre, du monde des atomes vers ton lit, et te faire ressentir autrement ce que ton corps éprouve en ce moment. Car tout ce que je t'ai dit des électrons et de leur refus n'était pas fait pour t'éloigner du monde, mais pour te le rendre plus tendre, plus léger, plus étonnant. Il n'y a pas de leçon plus douce à emporter vers le sommeil que celle-ci, que tu as vécu ta vie entière frôlée par tout ce que tu aimes, et que ce frôlement ne t'a jamais rien refusé de la douceur des choses. Maintenant que tu comprends cela pour ta main sur la table, laisse-moi étendre cette vérité à tout ce qui compose ta vie, à tous ces contacts qui la tissent, car c'est là que la pensée devient vraiment tendre. Reviens à ce que ton corps ressent en ce moment. Ton dos, tes épaules, tes jambes appuyées sur le matelas. Tu te crois posé sur lui, enfoncé un peu dans sa douceur, en contact continu avec sa surface. Mais tu sais maintenant ce qu'il en est. Chacun de ces points d'appui n'est pas un contact, mais un frôlement de force, un équilibre entre le poids de ton corps et la répulsion des électrons du lit. Sur toute l'étendue de ton corps, à chaque endroit où tu crois toucher le matelas, il subsiste ce mince interstice, ce coussin de force qui te porte sans jamais te toucher. Tu ne dors pas sur ton lit. Tu dors au-dessus de lui, à un cheveu de sa surface, soulevé par un océan de petites répulsions qui, toutes ensemble, te tiennent en suspension. Et si cette suspension t'étonne encore, laisse-moi te confier quelque chose de plus vertigineux. Ce n'est pas seulement au-dessus du lit que tu flottes, c'est en toi-même, jusqu'au plus intime de ta chair. Car les atomes qui composent ta main, ta peau, tes os, ne se touchent pas davantage entre eux. Eux aussi se tiennent à distance les uns des autres, retenus par les mêmes forces, séparés par les mêmes interstices. Ton corps tout entier est un assemblage de grains qui ne se touchent pas, un édifice tenu par des forces et non par un véritable contact, une architecture de vide où chaque atome plane à distance de ses voisins. Tu n'es pas un bloc plein.
Ton corps est plutôt une nuée maintenue en forme par des répulsions et des liens invisibles, une constellation de grains suspendus les uns près des autres. Ce que tu appelles ton corps, cette chose si dense, si présente, si tienne, est déjà, en son cœur, une suspension, un vol immobile de milliards d'atomes qui se tiennent sans se toucher. Tu ne flottes pas seulement sur le monde, tu existes, en toi-même, comme un tissu de vol et de vide, tenu par les mêmes forces qui te portent. Songe à ta couverture, à ce drap tiède qui repose sur toi. Tu le sens peser un peu, envelopper tes épaules, tenir sa chaleur contre toi. Cette tiédeur, ce poids léger, cette impression d'être enveloppé, tu les éprouves comme un contact doux, comme une présence posée sur ta peau. Mais là encore, la couverture ne touche pas ta peau. Ces fibres, faites d'atomes, s'arrêtent à une distance atomique de la tienne, retenues par la même répulsion, le même refus des électrons. Ce que tu ressens comme le poids et la douceur du drap n'est que la déformation infime de ta peau sous la pression de ces fibres qui flottent au-dessus d'elle. La couverture t'enveloppe sans te toucher, te réchauffe sans te toucher, te berce sans te toucher. Elle plane sur toi, comme tu planes sur le lit, dans un jeu de force qui se frôle, un balai de nuages qui se refusent et pourtant se caressent. Et il en va de même pour tous les contacts qui ont peuplé ta vie, pour les plus banals comme pour les plus chers. Pense à une main que tu as serrée, la main d'un ami, d'un parent, d'un être aimé. Tu as senti sa chaleur, la fermeté de sa poigne, la douceur de sa peau contre la tienne. Tu as cru toucher cette main, la tenir vraiment, entrer en contact avec elle. Mais tes électrons et les siens ne se sont jamais rencontrés. Entre ta paume et la sienne, il est resté ce même interstice minuscule, ce même vide que rien ne comble. Vous vous êtes tenus l'un l'autre sans jamais vous toucher, vos deux mains flottant l'une contre l'autre, séparées par un cheveu de vide, unies seulement par le frôlement de vos champs de répulsion. Et pourtant, cette poignée de main a été réelle, chaleureuse, pleine de sens. Le vide entre vos peaux ne l'a pas rendue moins vraie, moins tendre, moins présente. Pense à une étreinte, à ces bras qui se referment autour de quelqu'un, à cette pression du corps contre le corps que nous appelons serré dans nos bras. C'est peut-être le geste où l'on se croit le plus proche, le plus en contact, le plus fondu dans l'autre. Deux êtres qui se serrent croient abolir toute distance entre eux, se coller l'un à l'autre sans plus d'écart. Et pourtant, même là, même dans l'étreinte la plus forte, les nuages d'électrons de deux peaux ne se rejoignent jamais. À l'échelle des atomes, deux corps qui s'étreignent restent séparés par cet interstice inviolable, ce mince vide de garde que la répulsion maintient. On ne fusionne pas, on ne se touche pas. On se frôle, à distance atomique, en un équilibre de force où chaque peau repousse l'autre en même temps qu'elle s'appuie sur elle. Et c'est cela, une étreinte, non pas deux matières qui se confondent, mais deux champs qui se pressent l'un contre l'autre sans jamais se pénétrer. Pense à un baiser, à ce contact des lèvres que l'on croit si intime, si direct. Là encore, à l'échelle où nous voyageons cette nuit, il n'y a pas de contact. Il y a deux surfaces de peau qui s'approchent au plus près, jusqu'à cet interstice minuscule, et qui s'y arrêtent, retenues par la répulsion de leurs électrons. Un baiser, c'est deux nuages qui se frôlent sans se joindre, deux champs de force qui se pressent et se déforment l'un l'autre, et deux cerveaux qui, à partir de cette déformation, tissent l'impression bouleversante d'un contact. Toute la tendresse d'un baiser, toute son intensité, naît d'une force de répulsion traduite en sensation. Ce qui te sépare de l'autre, ce vide infime, est aussi ce par quoi tu le ressens. Sans cet écart, sans cette répulsion, il n'y aurait pas de sensation du tout, pas de baiser possible, rien qu'une matière qui s'effondrerait dans une autre. La distance n'est pas l'ennemi de la tendresse. Elle en est la condition. Prends encore le temps d'imaginer une caresse, le passage d'une main sur une joue, sur des cheveux, sur le dos d'un enfant qui s'endort. C'est le geste de la douceur même, ce glissement léger d'une peau sur une autre. Et tu sais maintenant ce qu'il en est vraiment. La main qui caresse ne touche pas la joue. Elle glisse au-dessus d'elle, à distance atomique, portée par la répulsion des électrons, effleurant sans jamais atteindre. Ce que la caresse déplace, ce ne sont pas deux surfaces qui frottent l'une contre l'autre, mais deux champs de force qui glissent l'un sur l'autre, deux nuages qui se frôlent en se déplaçant. Et de ce frôlement naissent les signaux, les impulsions, la sensation infinie de douceur. La caresse la plus tendre du monde est un glissement de force au-dessus d'un vide. Et cela ne la rend pas moins tendre.
Cela la rend, si tu veux bien le voir ainsi, presque miraculeuse, que d'un vide, d'un simple refus des électrons de se rejoindre, puisse naître tant de douceur. Prends encore le temps, sans hâte, d'imaginer d'autres de ces frôlements qui font la tendresse d'une vie. Un enfant endormi sur une poitrine, dont on croit percevoir le petit pois chaud, le souffle régulier, la joue posée contre soi. Là non plus, aucun contact, seulement deux champs de force qui se pressent et deux chaleurs qui se communiquent à travers le voile de vide. Des pieds nus qui se posent dans l'herbe fraîche du matin, ou dans le sable tiède d'une plage. Tes plantes ne touchent ni l'herbe ni le sable, elles flottent sur eux, et la fraîcheur, le grain, le chatouillement, tout cela naît du frôlement des forces et du récit qu'en fait ton cerveau. Un chat roulé en boule contre ton flanc, dont tu crois éprouver la fourrure douce et la vibration du ronronnement. La fourrure ne te touche pas, elle plane sur ta peau, et le ronronnement te parvient comme une onde de force qui font trembler l'air et ta chair. Le corps qui se laisse glisser dans l'eau tiède d'un bain, enveloppé de toutes parts. Même l'eau ne te touche pas, ces molécules s'arrêtent à distance des tiennes, et cette impression d'être entouré, porté, réchauffé, n'est qu'un immense frôlement de nuages. Tout ce que la vie a de plus doux au toucher, tu l'as reçu ainsi, à travers ce voile, par ce jeu de force qui se refuse et pourtant se caresse. Tu peux arrêter un moment ici, si tu le veux, et ne rien faire d'autre que goûter cette idée, sans chercher à la comprendre tout entière. Il n'y a rien à retenir, rien à saisir, rien à emporter. Laisse seulement cette pensée reposer en toi, comme on laisse une eau calme se déposer. Toute ta vie, tu as frôlé le monde sans le toucher, et cela n'a rien retiré à sa douceur. Peut-être même, si tu y songes sans crainte, cette idée a-t-elle quelque chose de reposant. Car s'il faut si peu, un simple frôlement de force au-dessus d'un vide, pour que naisse la chaleur, la douceur, le réconfort, alors tu n'as jamais eu besoin d'atteindre les choses pour en recevoir la tendresse. Tu n'as jamais eu à combler la distance. Elle était là depuis toujours, cette distance, et depuis toujours elle t'apportait le monde. Il n'y a rien à conquérir, rien à saisir plus fort. Il suffit de se laisser frôler, comme tu te laisses frôler, cette nuit, par la couverture, par l'air, par le lit qui te porte. Songe aussi, un instant, à la terre elle-même, ce sol que tu foules depuis le premier jour où tu as su marcher. Toute ta vie, tu as cru poser tes pieds sur elle, t'appuyer sur sa fermeté, éprouver sa dureté sous tes pas. Et pourtant, jamais tes pieds n'ont touché la terre. À chaque pas, tu t'es élevé au-dessus d'elle, porté par la répulsion de ses atomes, planant à distance de sa surface. Tu n'as pas marché sur le sol, tu as plané sur lui, pas après pas, dans une longue suite de suspensions minuscules. La Terre entière, cette planète qui te porte depuis ta naissance, ne t'a jamais touché. Elle t'a soutenu, sans le moindre contact, par la seule vertu de ce refus des électrons. Il y a là une pensée qui pourrait donner le vertige, et pourtant elle est douce. Tu appartiens à ce monde, tu es tenu par lui, soutenu à chaque instant, et cela sans qu'il ait jamais eu besoin de te toucher. Le lien qui t'unit à la Terre n'est pas un contact. C'est un équilibre, une portée patiente, une main invisible glissée sous chacun de tes pas. Il y a, dans cette manière de voir les choses, de quoi transformer à jamais la façon dont tu habites ton corps, et je voudrais que cette transformation soit paisible, non pas inquiétante. Car on pourrait, en apprenant cela, se sentir soudain isolé, coupé du monde, prisonnier d'une bulle de vide, condamné à ne jamais rien atteindre. Mais je crois qu'on peut le voir tout autrement, et que c'est la vision juste. Tu n'es pas coupé du monde. Tu es en dialogue constant avec lui, par ce langage des forces qui se frôlent. À chaque instant, à chaque point de ta peau, des milliards d'électrons échangent avec ceux du monde cette conversation muette de répulsion et d'équilibre, et de cette conversation naît tout ce que tu ressens. Le monde ne cesse de te parler, non pas en te touchant, mais en te tenant, en te repoussant tendrement, en te maintenant à cette juste distance où la sensation peut naître. Tu n'as jamais touché le monde, c'est vrai. Mais tu n'as jamais cessé, non plus, de le frôler. Reste un moment dans cette pensée, laisse-la te bercer sans que rien ne t'empresse. Toute ta vie, tu as frôlé les choses. Tu as frôlé la main de ta mère quand tu étais tout petit, sans jamais la toucher, et pourtant tu en as connu la chaleur et la sécurité. Tu as frôlé chaque objet que tu as cru saisir, chaque visage que tu as cru caresser, chaque être que tu as cru étreindre. Tu as vécu ta vie entière à un cheveu du monde,
séparée de lui par un voile de vide plus fin que tout ce que l'on peut concevoir, et pourtant il n'a manqué de rien. Tu as éprouvé toute la douceur, toute la tendresse, toute la présence des choses, à travers ce voile, grâce à ce voile. Le contact que tu croyais avoir n'existait pas, mais ce que tu en recevais, la chaleur, la douceur, le réconfort, étaient bien réels. Ce n'est pas le contact qui compte. C'est ce que le frôlement fait naître en toi. Laisse-moi te ramener un instant à ton corps entier, à cette frontière immense qu'est ta peau, tout entière plongée dans ce jeu de force. Ta peau, c'est la plus grande surface de rencontre entre toi et le monde, une frontière déployée sur tout ton corps, où des milliards de milliards d'atomes bordent le dehors. Et sur toute cette frontière, à chaque point, se joue en ce moment même la petite scène que nous avons décrite. Des électrons qui approchent d'autres électrons, qui se repoussent, qui s'arrêtent à distance, qui maintiennent l'interstice. Tout autour de toi, sur toute l'étendue de ta peau, court cette mince ligne de vide, ce voile de non-contact qui t'enveloppe entièrement. Tu es comme entouré d'une pellicule invisible, d'un halo de distance, qui te sépare de tout et te relie à tout en même temps. Tu vis dans cette bulle de force, dans ce cocon de répulsion, et c'est là, à cette frontière, que se tisse à chaque instant ta rencontre avec le monde. Songe à présent à tout ce qui, dans ta journée, repose sur cette illusion tendre du contact. La tache chaude que tu tiens le matin, dont tu crois sentir la chaleur passer dans tes mains. Tes doigts ne touchent pas la tasse, ils flottent sur elle, et la chaleur qui te parvient est un autre récit encore, celui de l'agitation des atomes se communiquant de proche en proche jusqu'à ta peau. Le sol sous tes pieds, quand tu marches, tu ne le foules pas, tu planes au-dessus de lui, porté à chaque pas par la répulsion de ses électrons, si bien que marcher, c'est une longue suite de petits vols, une succession de suspensions au-dessus d'un sol que tu n'atteins jamais. La chaise sur laquelle tu t'assois, le stylo que tu crois tenir, la clé que tu tournes, l'eau où tu plonges la main. Partout, à chaque geste, ce même vide de garde, ce même frôlement de nuages, cette même illusion douce d'un contact qui n'a jamais lieu. Toute ta vie de geste est un balai de force au-dessus d'innombrables interstices. Et cette vérité ne s'arrête pas à ta peau ni à tes mains, elle enveloppe tout tes sens, ou presque. Ma voix elle-même, qui te parvient en ce moment, n'est qu'un long frôlement de force. Le son n'est rien d'autre qu'une onde qui court dans l'air, une pression qui se propage de proche en proche, chaque parcelle d'air poussant la suivante sans jamais la toucher, par cette même répulsion des électrons. Cette onde voyage ainsi jusqu'à ton oreille, où elle fait vibrer une fine membrane, laquelle ébranle à son tour de minuscules pièces, jusqu'à réveiller des cellules qui lancent, elles aussi, leurs signaux vers ton cerveau. Entendre une voix, une musique, le murmure du vent, c'est encore recevoir un train d'impulsion et d'un frôlement de force, jamais d'un vrai contact. De même la chaleur qui te parvient d'une flamme ou d'un radiateur n'est qu'une agitation des atomes se transmettant de proche en proche, ou un rayonnement qui traverse le vide. Partout, dans presque tout ce que tu perçois, c'est le même récit. Des forces qui se frôlent, des ondes qui se propagent, et un cerveau qui, à partir de tout cela, fabrique un monde plein, chaud, présent. Tu vis dans un monde de frôlements traduits en présence. Il y a de quoi éprouver une forme de gratitude envers cette force électromagnétique, cette même force qui te tient à distance des choses. Car elle n'est pas seulement le gardien qui interdit le contact, elle est l'une des grandes architectes de tout ce que tu connais et de tout ce que tu aimes. C'est elle qui lie les atomes en molécules, qui tisse la matière vivante, qui fait tenir ensemble les fibres de ta chair et les cellules de ta peau. C'est elle qui porte la lumière du soleil jusqu'à tes yeux, qui allume les couleurs, qui fait toute la chimie du vivant, toutes les réactions qui te maintiennent en vie. C'est elle, encore, qui court dans tes nerfs sous forme de ces petites impulsions électriques, elle qui porte jusqu'à ton cerveau le récit de chaque frôlement. Ainsi la même force qui t'empêche de toucher le monde est aussi celle qui te permet de le percevoir, de l'éprouver, de l'aimer. Elle tient à distance et elle relie, elle sépare et elle unit, elle interdit le contact et elle tisse tout le reste. Ce refus qui te garde à un cheveu des choses n'est qu'un des 1000 visages de la force la plus présente, la plus familière, la plus tendre peut-être de tout l'univers. Et il faut que je te dise, avec la prudence que je me dois de garder, jusqu'où va cette vérité et où sont ses nuances, car je ne veux jamais te tromper. Ce que je t'ai raconté de la répulsion électromagnétique et du principe d'exclusion de Pauli, cela fait partie de ce que la physique comprend bien, de ce sur quoi les physiciens s'accordent. Que les surfaces des choses soient faites de nuages d'électrons,
que ces nuages se repoussent par la force électromagnétique, que le principe de Paoli les empêche de se confondre et donne à la matière sa solidité. Tout cela est solide, établi, vérifié de mille manières. Mais les mots eux-mêmes, comme toucher ou contact, sont des mots humains, façonnés pour notre échelle, pour le monde des mains et des objets. Dire qu'on ne touche jamais rien, c'est jouer avec ces mots, les pousser jusqu'à l'échelle des atomes où ils perdent leur sens ordinaire. À notre échelle à nous, il est parfaitement vrai et juste de dire que tu touches la table. Ce que la physique ajoute, c'est que, si l'on descend assez bas, ce toucher se révèle être un frôlement de force au-dessus d'un vide. Les deux vérités coexistent, chacune à son échelle. Je ne te dis pas que le toucher n'existe pas. Je te dis seulement ce qu'il est vraiment, en profondeur. Prends encore un instant pour laisser ces deux vérités habiter ensemble en toi, sans que l'une chasse l'autre. Oui, tu touches le monde, à ton échelle, dans ta vie de chaque jour, et ce toucher est réel, précieux, plein de sens. Et oui, en même temps, à l'échelle des atomes, tu ne touches jamais rien, tu flottes toujours à un cheveu des choses, séparé d'elles par un voile de force. Ces deux vérités ne se contredisent pas. Elles se superposent, comme deux façons de regarder la même chose selon la distance d'où on la contemple. De loin, un tableau est une scène, un visage, un paysage. De tout près, il n'est plus qu'un semis de touches de couleurs. Aucune de ces deux visions n'est fausse. Elles sont vraies l'une et l'autre, à leur échelle. Ta vie de contact est le tableau vu de loin, plein de mains serrées et d'étreintes. Le frôlement des nuages d'électrons est le même tableau vu de tout près, révélant sa trame secrète. Et il y a de la beauté à savoir contempler les deux. Je voudrais, avant de te laisser glisser vers le sommeil, te rendre cette pensée tout à fait douce, tout à fait tienne, en revenant une dernière fois à ce que tu ressens. En ce moment, ton corps repose sur le lit. Tu sais désormais que tu ne reposes pas sur lui, mais au-dessus de lui, porté par ce coussin de force qui ne te lâche jamais. Chaque parcelle de ton corps qui te semble appuyée, posée, en contact, flotte en vérité à distance atomique, tenue en suspension par la répulsion de milliards d'électrons qui veillent à ta frontière. Tu es soulevé, cette nuit, par une force patiente et constante, qui te porte sans effort, qui ne te touche pas et pourtant ne te lâche pas. Tu planes sur ton lit comme un objet posé sur un souffle. Et il n'y a rien d'inquiétant dans cette suspension. Elle est le fond même de ton repos, la manière dont le monde te tient depuis toujours, sans que tu l'aies jamais su. Ressens, dans cette suspension, quelque chose de très ancien et de très rassurant. Depuis le premier instant de ta vie, tu as flotté ainsi, porté par ces forces, séparé du monde par ce voile de vide. Tu n'as jamais touché le premier lit où l'on t'a couché, ni les premiers bras qui t'ont soulevé. Tu as toujours plané, à un cheveu de tout, tenu par cette main invisible faite de répulsion et d'équilibre. Ce n'est pas nouveau, cette nuit. C'est simplement une chose que tu vois enfin, une chose qui était vraie depuis toujours et qui le restera jusqu'au dernier instant. Toute ta vie, tu as été porté sans être touché, entouré sans être atteint, relié à tout par ce jeu de force qui se frôle. Et cela ne t'a jamais manqué. Cela t'a bercé, soutenu, entouré, du premier jour à cette nuit. Alors laisse ton corps s'abandonner à ce coussin de force qui le porte. Il n'a besoin d'aucun effort pour te tenir. Il te tient de lui-même, par la seule répulsion des électrons, par le seul refus de la matière de se laisser confondre. Tu peux le laisser aller entièrement, te remettre à cette suspension patiente, comme on se remet à une eau qui nous porterait sans qu'on ait à nager. Le lit ne te touche pas, mais il te soutient. La couverture ne te touche pas, mais elle te réchauffe. L'air ne te touche pas, mais il t'enveloppe. Tout autour de toi, ce balai de force continue, sans bruit, sans effort, à te maintenir dans ta juste place, à un cheveu du monde, dans ce cocon de distance qui est aussi un cocon de tendresse. Tu n'as rien à faire qu'à te laisser porter. Et si, en glissant vers le sommeil, une dernière pensée te vient de tous ces contacts qui n'en étaient pas, de toutes ces mains frôlées, de toutes ces étreintes qui laissaient un cheveu de vide, qu'elles te viennent comme une pensée paisible. Car ce vide n'a jamais éloigné de toi ce que tu aimes. Il n'a jamais rien retiré à la chaleur d'une main, à la douceur d'une joue, à la présence d'un corps serré contre le tien. Au contraire, c'est par lui, par ce frôlement des forces, que tout cela t'est parvenu. Sans cet interstice, sans cette répulsion, il n'y aurait pas de sensation, pas de tendresse, pas de toucher du tout,
mais un effondrement muet de la matière dans la matière. C'est le vide qui rend possible la caresse. C'est la distance qui rend possible la rencontre. Et c'est ce cheveu d'espace, entre toi et tout ce que tu aimes, qui a porté, toute ta vie, la douceur du monde jusqu'à toi. Repose-toi maintenant, dans cette suspension tranquille. Ton corps flotte au-dessus du lit, tenu par ses forces patientes. Ta peau, sur toute son étendue, frôle le monde sans le toucher, dans ce dialogue muet qui ne s'interrompt jamais. Tu es porté, entouré, réchauffé, par tout ce qui, sans jamais t'atteindre, ne cesse de te tenir. Il n'y a rien à saisir, rien à toucher, rien à atteindre. Il n'y a qu'à te laisser flotter, cette nuit, à ta juste distance des choses, dans ce vide tendre qui t'a toujours porté et qui te portera encore, longtemps après que tu te seras endormi. Laisse la dernière veille se dissoudre. Laisse ton souffle trouver son allure calme. Et laisse-toi flotter, au-dessus de ton lit, à un cheveu du monde, jusqu'au sommeil. Tu n'as jamais rien touché, et pourtant tu as reçu toute la douceur des choses. Cette nuit encore, elle t'entoure, portée jusqu'à toi par ce voile de force qui ne te touche pas et ne te lâche jamais. Repose-toi dans ce frôlement tranquille, et laisse-le te bercer. Bonne nuit.